Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler stratégie. Mais c'est vrai que justement quand on parle de stratégie, toutes les entreprises ne se valent pas. Il y en a qui n'ont presque même pas de stratégie et il y en a certaines qui ont des stratégies vraiment uniques. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui pour vous parler de stratégie, de vous parler de Ferrari. Bien sûr, Ferrari, ça a une histoire qui est complètement unique. Et comme la société vient de publier ses résultats, que je viens de regarder la conférence call des résultats qui est intéressante parce que c'est pas un domaine qui m'intéresse particulièrement. Alors il faut savoir que non seulement je suis pas fan de Ferrari, en tout cas des voitures Ferrari, mais je suis pas fan non plus d'automobile, je regarde pas la Formule 1, etc. Donc c'est vraiment un domaine qui m'est étranger, mais malgré tout, c'est vrai que cette histoire, elle mérite d'être connue, même pour ceux qui sont pas passionnés d'automobile. Et ici, je vais vraiment parler de l'histoire plus que de l'histoire de l'entreprise, mais je vais parler de son business model et surtout de son storytelling, du storytelling qu'elle vend aux investisseurs. Quand une entreprise se présente, on a toujours deux facettes. Il y a la facette storytelling, où elle nous vend un petit peu son histoire, elle essaie de nous faire rêver, et de l'autre côté, il y a les chiffres, il y a un bilan, il y a un compte de résultats, il y a des marges, il y a de la croissance ou pas de croissance, etc. Et c'est vrai que d'une manière générale, j'ai tendance à me concentrer sur les chiffres parce que l'histoire, elle est toujours un petit peu plus belle que la réalité. On essaye toujours de nous vendre quelque chose. Donc c'est pour ça que je préfère très largement me fier aux chiffres, même si le management c'est une part très importante de l'entreprise. Donc on est obligé aussi de l'étudier. Et pour l'étudier, on est obligé de les écouter, de regarder comment ils racontent leur histoire. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais moins me focaliser sur les chiffres d'une entreprise, donc de Ferrari en l'occurrence, mais plutôt de son histoire, ou alors peut-être un petit peu plus loin, regarder à quel point l'histoire et les chiffres se marient. Alors, ce que j'appelle storytelling, c'est par exemple, pour rester dans le milieu de l'automobile, est-ce que vous voulez être connu comme les voitures les moins chères du marché? C'est ce que va faire Dacia, la marque de Renault. Est-ce que vous voulez être vu comme une marque élitiste et fiable comme Mercedes? Est-ce que vous voulez être vu comme un disrupteur comme Tesla? Et en fait, l'histoire que vous allez raconter, elle va définir votre business model. En fait, elle va définir les voitures que vous allez produire, elle va définir vos volumes de vente, vos coûts de production, les prix à la fin que vous allez, les prix catalogue que vous allez vendre à vos clients, quel type de clientèle vous allez avoir, etc., etc. Alors bien sûr, pour tout le monde, Ferrari, c'est une entreprise qui produit des voitures de sport de luxe, on est d'accord, mais en fait, un peu dans le même panier, on pourrait considérer que Porsche, par exemple, est aussi un producteur de voitures de luxe. Et pourtant, le storytelling entre Ferrari et Porsche n'a rien à voir, et ça c'est un choix totalement délibéré de la part de Porsche, mais surtout de la part de Ferrari. En fait, l'histoire que Ferrari nous raconte, c'est sa création par Enzo Ferrari, c'est la course automobile qui est toujours très présente dans l'histoire que raconte Ferrari. Et en fait, c'est une entreprise qui nous fait presque croire que éventuellement, finalement, de temps en temps, elle va vendre des voitures au grand public, mais presque comme si c'était pas sa priorité, presque comme si c'était un cadeau d'avoir une Ferrari. Et en termes financiers, du point de vue de l'investisseur, comme je suis totalement étranger à ce milieu-là et je suis pas du tout fan de ce type de marque, moi c'est vrai que je ne vois pas Ferrari comme un constructeur automobile. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que en lisant le rapport annuel, ce qui m'a surpris, ou en fait pas tant surpris que ça, c'est que les premières lignes du rapport annuel disent Ferrari fait partie des leaders des marques de luxe dans le monde. Donc ils disent bien qu'ils font partie des leaders des marques de luxe, pas des marques de voitures de luxe. Et ensuite seulement, ils disent qu'ils font des voitures de luxe. Et ce qui est drôle, c'est que d'un certain côté, c'est aussi ce qu'on voit chez les clients. C'est-à-dire que les clients n'achètent pas une Ferrari pour rouler avec. En fait, une Ferrari, c'est un design, c'est de la vitesse, c'est une histoire et c'est de la rareté. Mais c'est pas une voiture dans le sens où on peut pas avoir juste une Ferrari dans son garage pour se déplacer. Et c'est là où on commence à voir la différence avec les autres marques de voitures de luxe. On peut n'avoir qu'une seule voiture et avoir comme seule voiture une Porsche ou bien une Jaguar et rouler avec, utiliser ça comme sa voiture de tous les jours. Ça existe, c'est même assez fréquent. Et d'ailleurs, le nombre de Porsche et de Ferrari que vous allez croiser dans la rue n'a absolument rien à voir. Et je pourrais faire l'analogie avec beaucoup de marques de luxe, parce que oui, Vuitton c'est du luxe, Rolex c'est du luxe, mais Ferrari a une autre clientèle. En fait, Ferrari ne vend pas aux riches, Ferrari ne vend pas aux très riches, Ferrari vend aux ultra riches, ceux qui ne comptent plus. Et c'est pas du tout le même marché. C'est le marché de Bugatti, de Lamborghini, et c'est pas le marché de Porsche ou de Mercedes. Ce sont des gens qui peuvent tous payer et qui cherchent quelque chose de plus. Les ultra riches,
ils ont déjà leur dressing plein de vêtements de luxe, leur garage plein de voitures de luxe. Et pourtant, quand ils vont chez Ferrari, ils sont pas sûrs de pouvoir avoir une voiture. Parce que non seulement il y a une pénurie organisée, comme souvent dans le luxe, mais ça va au-delà. Et ça se ressent en fait dans la présentation de leurs résultats. Benedetto Vigna, le PDG, il explique par exemple que le carnet de commandes, alors là je le cite, est étonnamment élevé dans toutes les zones géographiques et pour toute la gamme de produits. Et ça jusqu'à 2025. Et sur l'une des nouvelles voitures produites, la Purosangue, donc qui est leur nouveau SUV, il a expliqué que la demande était 4 à 5 fois plus forte que prévu. Donc ils anticipaient déjà une forte demande, et c'est 4 à 5 fois plus que prévu. C'est pas 20 ou 30%. Et on parle d'un modèle qui démarre à 400 000 euros. Donc le résultat, c'est que Ferrari choisit ses clients. Ils les choisissent à leur look, à leur âge, à leur fidélité. Ils choisissent combien de voitures ils vont vendre dans chaque région. Et ça aussi, c'est expliqué dans l'annonce de résultats par le PDG, qui dit que la répartition géographique des livraisons de voitures, en fait, elle représente leur plan d'allocation. Et c'est pas lié à la demande sur ces marchés. Par exemple, au deuxième trimestre de cette année, de 2023, ils n'ont livré que 339 Ferrari en Chine, enfin Chine, Hong Kong, Taïwan. Mais ça, c'est pas à cause d'un manque de demande, c'est un choix de leur part. C'est-à-dire que eux, ils décident combien de modèles ils vont envoyer dans le Moyen-Orient, au Moyen-Orient, en Chine, aux États-Unis, en Italie, en France, etc. Indépendamment de la demande. Et ça, c'est eux qui le disent. Ils disent que c'est décorrélé en fait de la demande. C'est eux qui choisissent comment ils veulent répartir ça. Alors pourquoi, par exemple, ils vont livrer si peu en Chine ? C'est probablement pour que leur croissance ne soit pas seulement due à la Chine et à son économie fragile. Et c'est là que on voit qu'on parle de LVMH, par exemple, comme une entreprise de luxe. Et c'est vrai, c'est à juste titre, LVMH est une entreprise de luxe. Mais c'est là où on voit que Ferrari, c'est encore un autre niveau. Et il y a beaucoup de mythes autour de cette pénurie organisée et du choix des clients. Alors, soi-disant, ils éviteraient les clients de moins de 40 ans, sauf si, bien sûr, c'est un footballeur ou un chanteur très connu. Ils auraient une blacklist dès que quelqu'un parle mal de Ferrari, ou s'ils voient quelqu'un, par exemple, qui va faire, drifter sa Ferrari et que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, il va être blacklisté pour en racheter une plus tard. Ça, c'est vrai pour les éditions normales, mais pour les éditions limitées, c'est encore pire. On dit que si vous possédez une Lamborghini, par exemple, ce qui est assez fréquent pour les collectionneurs de belles voitures de sport, si vous possédez déjà une Lamborghini et peut-être une Ferrari standard, alors Ferrari ne vous vendra jamais une édition limitée. Parce que les éditions limitées, c'est pas une question d'argent, c'est plus une récompense que la marque va faire à ses meilleurs clients en leur permettant d'en acheter une. Et quand je parlais de blacklisté, l'exemple le plus connu aujourd'hui, c'est Justin Bieber qui ne peut plus acheter de Ferrari, qui est blacklisté. Alors on ne sait pas réellement, en tout cas je ne sais pas si c'est parce que apparemment une fois il aurait garé sa voiture mais ne saurait plus où c'était garé, et c'est quelqu'un de son personnel qui l'a retrouvé 15 jours plus tard, ou bien si c'est parce qu'il a fait repeindre sa Ferrari de blanc à bleu électrique. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec sa Ferrari, donc je ne sais pas laquelle des deux histoires a poussé Ferrari à le blacklister, mais c'est le cas. Et en fait, ils ont tellement de pouvoir par rapport à leurs clients qu'ils peuvent imposer des clauses que d'autres entreprises ne pourraient pas faire. Par exemple, le fait de ne pas revendre la voiture avant un certain temps, ou bien les obliger à participer à certains événements. Donc on voit, il y a énormément de différences par rapport aux constructeurs classiques. Et une autre différence qu'il y a, c'est sur le cycle de production des voitures. Parce que chez la plupart des constructeurs, on essaye de faire durer les modèles le plus possible. Chez Volkswagen, Renault ou Audi, on essaye de traîner, la Golf ou la Clio, etc., le plus longtemps possible, en les modifiant un peu en termes d'esthétique, mais en essayant de garder, si possible, les mêmes fournisseurs, les mêmes machines, etc., pour des questions de rentabilité. Alors que Ferrari va produire une voiture au maximum 6 ans, et encore 6 ans c'est un maximum. Il y a des modèles qui ne sont produits que pendant 3 ans. Et les éditions limitées, c'est bien sûr encore pire, elles sont parfois produites pendant 2 ans, voire pendant 1 an, et on a même ce qu'on appelle des modèles one-off qui sont vendus en un seul exemplaire. Et s'il y a une nouvelle tendance qui est bien mentionnée pendant la conférence de l'annonce de résultats, j'ai compté, et c'est mentionné 26 fois, c'est la personnalisation. Et même les dirigeants ont dit qu'ils étaient surpris par cette tendance de la personnalisation. Les clients veulent de plus en plus du sur-mesure, ils veulent plus d'une voiture produite déjà à quelques centaines d'exemplaires, même s'ils peuvent choisir la couleur, même s'ils peuvent faire l'intérieur, plus ça va, plus ils veulent de la déco, ils veulent beaucoup de design carbone, etc. Ils veulent un modèle de plus en plus unique. Et la personnalisation, elle représente déjà 18% du chiffre d'affaires de la partie automobile, ce qui représente à peu près 226 millions
pour le deuxième trimestre 2023. Et je voulais vous parler de Ferrari pour vous montrer à quel point une stratégie bien exécutée, déjà c'est un choix, c'est du storytelling, mais ça se retrouve aussi dans les chiffres. Parce que Ferrari, par exemple, a fait le choix de limiter sa production, de faire vraiment du très 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 haut de gamme. Donc, sa croissance va être limitée, très bien, mais elle va pouvoir garder des marges élevées, puisqu'elle a des marges de 22%. Alors, cette histoire de limiter la production, c'est un peu ce qui est raconté depuis des années, mais si on regarde réellement les chiffres, on voit qu'ils ont quand même vendu plus de modèles en 2021-2022, après plusieurs années de quasi-stabilité. Et c'est vrai que quand je vous dis que ce business model a un impact sur les chiffres, c'est vraiment sur tous les chiffres. Par exemple, le fait de limiter la production, ça veut dire qu'ils vont avoir des investissements qui vont être plus limités que d'autres constructeurs parce qu'ils n'ont pas besoin de tout le temps reconstruire des usines, de changer, etc. Ils vont quand même parier plus sur l'augmentation des prix que sur l'augmentation du nombre de voitures vendues. Et c'est vrai que là où c'est un choix, c'est que ce serait très facile pour Ferrari de vendre des modèles moins chers, comme Porsche le fait. Ils en vendraient des tonnes. Mais non seulement les marges seraient beaucoup plus faibles, parce que Porsche a par exemple une marge nette de 13% contre 22% pour Ferrari, donc la différence est énorme. Mais surtout, ça changerait complètement le business model et le modèle de l'entreprise elle-même. Parce que quand on vend des voitures à 70 000 euros, enfin quand on commence à vendre des voitures à 70 000 euros comme Porsche, on a des clients qui sont beaucoup plus sensibles à la conjoncture économique que quand on vend des modèles qui démarrent à 200 000 euros pour monter beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, si on regarde le marché des voitures entre guillemets de luxe, alors je dis entre guillemets parce qu'on a bien vu que dans le luxe, on peut tout mettre, on peut mettre Tesla, on peut mettre BMW, Mercedes, Porsche ou Ferrari, alors qu'elles ont des business models très différents. Et donc quand on regarde ce marché des voitures de luxe au niveau mondial, on s'aperçoit qu'il a une tendance à la baisse depuis 2014. Alors il y a eu un creux en 2020 et puis ça repart, mais on n'est quand même toujours pas au niveau des années pré-Covid. Alors que Ferrari, c'est une histoire différente, c'est une vraie histoire de croissance parce qu'ils ont réussi à se déconnecter totalement, non seulement de l'automobile, mais vous l'avez compris, de l'automobile de luxe. Donc ils ont trouvé le niveau de l'ultra luxe en fait, qui est un niveau encore au-dessus des histoires de luxe qu'on connaît de Hermès, LVMH, etc. Et moi, le premier, comme je vous le disais en introduction, je me méfie du storytelling et je fais confiance aux chiffres parce que c'est très facile d'arriver sur un marché et de se présenter comme le disrupteur qui va prendre toutes les parts de marché et puis finalement ne pas réussir à capter ces parts de marché. C'est très facile de se présenter comme le nouvel arrivant low cost et qui va pouvoir produire des services moins chers que les autres. Mais on peut très bien aussi avoir ce discours-là et ne pas réussir à maîtriser ses coûts et se faire couler par l'inflation et ne pas réussir à maîtriser ses marges. Donc le storytelling, c'est quelque chose dont je me méfie énormément. Mais quand on a à la fois un beau storytelling comme Ferrari, et qui produit des chiffres eux aussi magnifiques comme ceux de Ferrari, c'est là où l'histoire devient intéressante. Et en plus, quand on est dans ce monde de l'ultra-luxe, ça donne vraiment quelque chose d'assez incroyable. Cette histoire de Ferrari est vraiment une magnifique histoire entrepreneuriale. Alors bien sûr, ne sautez pas sur votre compte titre pour acheter du Ferrari. Je suis pas le seul à avoir compris que Ferrari c'était une boîte magnifique. C'est une boîte qui est valorisée très cher, forcément. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir et à regarder, mais en tout cas, intéressante histoire de stratégie que cette histoire de Ferrari. Merci encore pour tous vos suivis, tous vos encouragements, et à bientôt pour une autre émission.